amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un accident dramatique qui a coûté la vie à 21 personnes. Mais au-delà, c'est un crash qui a permis à l'industrie de se remettre en cause, de remettre en cause certaines vieilles suppositions qui ne tenaient plus la route en fait. Alors nous sommes le 8 janvier 2003 sur l'aéroport de Charlotte. Il y a un avion de type Beechcraft 1900D qui va décoller. Il va décoller pour l'aéroport de Greenville. Greenville-Charlotte, mes amis, il y a 100 km. C'est un peu plus d'une heure par la route. Alors, ce genre de vol, naturellement, les grandes compagnies aériennes, ça ne les intéresse pas. Alors, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont confier ce type de transport, elles vont le confier à des petites structures régionales qui opèrent avec des avions à hélice, et souvent, ils ont des pilotes très jeunes. C'est leur premier emploi, ils rêvent d'Airbus, ils rêvent de Boeing, ils rêvent d'aller en Chine, ils rêvent de traverser l'Atlantique ou le Pacifique. Mais en attendant ce jour, ils continuent à piloter ces petits avions, ils continuent à transporter des passagers qui se comptent sur les doigts d'une main, ils continuent à transporter du courrier quand ce n'est pas du poisson ou de la viande ou autre chose que les cargos de la nuit transportent. Alors, je disais ce jour, on a ce Beechcraft 1900D. Cet appareil, qui est bien sous tout rapport, avait subi une maintenance 2 jours avant. Durant cette maintenance, ils ont commis une erreur mortelle. Cette maintenance-là s'est faite non pas la nuit précédant l'accident, mais 2 nuits avant. L'appareil avait volé entre la maintenance et le crash. Il avait volé 8 fois, il avait fait 8 vols. Personne n'avait constaté le moindre problème. Il faut savoir que certaines erreurs vont introduire des problèmes latents. Ça veut dire que c'est des problèmes que personne ne verra, et encore moins dans une vérification superficielle. Mais ces problèmes sont comme des pièces de puzzle, d'un puzzle diabolique qui vont se mettre en place et attendre leur heure pour venir s'imbriquer avec d'autres éléments et à ce moment-là créer une catastrophe. C'est ce qui va arriver ce jour-là. L'appareil avait été rentré dans un hangar une nuit pour être vérifié, et parmi les vérifications, il fallait changer ou valider la tension des câbles des commandes de vol. Sur ce type d'appareil, souvent, on n'a pas jugé utile d'utiliser des vérins hydrauliques. Vérins hydrauliques, c'est lourd. Ça exige beaucoup de choses. Ça exige des pompes, des tuyaux, des réservoirs. En plus, il faut les multiplier, tout ça. C'est trop de poids, trop de complexité. Donc, ce qu'il y a, c'est des câbles qui partent du cockpit, qui vont aller intervenir sur les différentes surfaces de vol. Alors, ça fait des avions un petit peu sportifs à piloter, parfois un peu physiques, mais rien de méchant. Quand le mécanicien va tester la tension des câbles, il se trompe de température. C'est-à-dire que les câbles, vous savez, à toute chose égale, si la température est élevée, leur tension de référence est moindre. Parce qu'il y a la dilatation des métaux qui fait que les câbles sont un peu relâchés. Donc leur tension est moindre. Le mécanicien va se gourer de température déjà. Ça veut dire que il va aller à l'hangar, l'appareil venait de rentrer, il va aller voir le thermomètre. Ah, c'est 13 degrés, il caille aujourd'hui. Ok. Prends la table, 13 degrés, je dois avoir tant de tension. Et il va aller dans l'appareil pour mesurer la tension. Et bien sûr, la tension qu'il va trouver est fausse. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il fait chaud à l'intérieur de l'avion. L'avion venait d'arriver, il fait chaud dedans. Donc, il a pris une mauvaise température de référence. Donc, cela dit, comme l'ont expliqué les enquêteurs par la suite, il n'y avait pas de procédure spéciale pour mesurer la température. Ça signifie que les documents fournis ne disaient pas où il fallait mesurer la température. Mais je veux dire, mes amis, je vous le demande, la procédure s'appelle le bon sens. Il y a un petit peu de bon sens aussi dans l'humanité. On ne peut pas fonctionner que par des procédures. Malheureusement, l'aviation est très, très, très procédurière. Alors, les mécanos qui sont là cette nuit, vu qu'ils ont mesuré une mauvaise tension, maintenant ils doivent la corriger. Ils n'ont jamais corrigé la tension sur des câbles d'un Beechcraft 1900D. Ils n'ont jamais fait de ça de leur vie. En termes de formation, ils ont ce qu'on appelle une formation on the job.
Ça signifie une formation pendant qu'ils font leur travail. Une manière polie de dire, il n'y a pas de formation. Une manière de dire, ils sont formés à l'arrache, ils sont formés sur le tas. Hein. Comme on le dira, ça c'est mieux. C'est mieux que training on the job. Alors ça fait bien dans un document, mais en réalité ça veut rien dire. Surtout que les gens qui vont les encadrer, souvent n'ont pas de formation pour être formateurs eux-mêmes, n'ont pas la pédagogie, n'ont pas le temps, n'ont pas la disposition d'esprit pour faire du bon transfert de compétences. Donc le transfert de compétences ne se fait pas. En réalité, ils sont incompétents. Nous sommes, mes amis, je vous le dis tout de suite, nous sommes à cette frontière extrêmement floue et aux lignes extrêmement débattables entre l'incompétence, l'irresponsabilité et le crime pur. Ces hommes ne sont pas là pour changer des stickers interdits de fumer, ne sont pas là pour changer des ampoules de lecture de passagers. Ils sont là pour changer un des éléments les plus importants d'un appareil, qui est les câbles, qui est lié au câble des commandes de vol. Quand ils commencent à chercher dans la documentation de l'appareil, ils ne trouvent pas de documentation leur expliquant comment changer la tension des câbles. Alors, ils font appel à un superviseur qui traînait par là, ils disent écoute, on est un petit peu embêté, on n'arrive pas à trouver la doc. Il leur dit, vous regardez le chapitre 27. Regarde le chapitre 27. Eh oui, mais le chapitre 27, ce n'est pas pour changer la tension des câbles. Le chapitre 27, c'est pour changer les câbles. Et effectivement, quand on change les câbles, un peu comme on changerait le câble d'une guitare ou d'un violon, s'il se casse et il faut le changer, effectivement, il faut en vérifier la tension, il faut le retendre. Mais l'histoire n'est pas seulement pour retendre ici, c'est pour changer l'intégralité du câble. Alors, à ce moment-là, le superviseur, il leur dit quoi? Il leur dit oui, mais vous n'êtes pas obligé de faire toute la procédure parce que vous ne changez pas de câble. Vous faites uniquement la partie de la procédure qui concerne le serrage correct du câble. Alors c'est logique, c'est sympa à dire, mais allez le faire en pratique. En pratique, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas possible ce que je dis en pratique. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas facile de distinguer, en particulier sur les éléments préparatoires de la maintenance, il n'est pas facile de distinguer qu'est-ce qui sert uniquement pour remplacer le câble et qu'est-ce qui sert uniquement pour changer la tension. Exemple simple, la maintenance commence par dire vous prenez les sièges de la rangée de droite, les sièges passagers, vous les retirez un par un, vous les déboulonnez un par un et vous les sortez de l'avion. Et vous les laissez de côté. Vous les réservez, comme on dit dans une recette de cuisine. Après, vous enlevez la moquette du côté droit. Et la moquette, qui est sous forme de rectangle, vous l'enlevez, vous la posez dehors. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez voir des trappes. Il y a des trappes en aluminium. Vous les dévissez une par une, vous les enlevez. Et uniquement quand ceci est fait, vous allez accéder au câble. Je vous montre. Ça, c'est le Beech 1900D. Si vous regardez sa structure, on a le poste de pilotage ici avec le manche. Le manche, il y a un câble qui part donc du système du manche. Il va sous les pieds des pilotes. Et après, la première poulie qui est ici. Premier renvoi, plutôt. C'est plus un renvoi qu'une poulie. Après, le câble traverse toute la cabine passager sous les pieds des passagers, sous le plancher. Il arrive jusqu'à l'arrière ici, où il y a un autre renvoi ou une autre poulie, si vous préférez, qui va le renvoyer vers le haut, jusqu'à ce qu'il attaque l'empennage en T et la gouverne de profondeur qu'il est censé mobiliser. Les mécaniciens trouvent le procédé que je viens de décrire un peu excessif. Ils vont s'en ouvrir au superviseur, ils vont lui dire écoutez, on ne va pas démonter la moitié de l'avion juste pour serrer deux boulons. Ça n'a pas de sens. Lui, il va en convenir, surtout que ce genre d'ateliers sont souvent dépassés. Ils ont été inspectés d'ailleurs bien avant cet accident. Ils ont été inspectés en 2002 et déjà à l'époque, il avait été découvert qu'ils étaient understaffed, comme on dit gentiment. Ça signifie qu'ils avaient trop de travail, peu de personnel. Donc,
quand on a ce genre de structure, elles vont chercher à faire quoi? Elles vont chercher à, souvent, elles vont chercher à, quelque part, à gruger, simplifier les procédures pour gagner du temps. Donc, le superviseur va effectivement les autoriser à faire le travail à moitié. Donc, il laisse les sièges à leur place. Il y a une petite trappe un petit peu vers l'avant et ils vont retirer la trappe pour accéder à la poulie qu'il y a à l'avant. Alors, une des phases critiques pour serrer les câbles, c'est bloquer les commandes et bloquer les poulies de renvoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, chaque poulie de renvoi, si vous voulez, elle est faite comme ceci. Donc ça ressemble, c'est pas des poulies circulaires genre puits, ça ressemble à ça, hein, c'est des sortes d'arcs en métal, il y a à peu près 30, 45 degrés, n'est-ce pas? Ça ressemble à peu près à ça. Et les câbles ne glissent pas dessus, hein, en général. Quand vous regardez de près, les câbles sont fixés dessus. Elles ne glissent pas. Donc elles permettent juste de changer la direction de la force. Pas nécessairement de faire glisser le câble. Juste changer la direction de la force. Donc parfois même sur les modèles, vous pouvez trouver que le câble vient, il s'arrête là et il repart là. D'accord? Parfois le câble même est interrompu. Toujours est-il, pour pouvoir tendre les câbles correctement, il faut bloquer cette poulie. Comment on la bloque? Alors un truc très simple, il y a un trou quelque part sur sa structure. Et ce trou-là, il faut bouger la poulie jusqu'à ce que ce trou-là soit face à un trou similaire dans la structure de l'avion. Et là, il faut envoyer une poulie, une goupille à travers. D'accord? Il faut envoyer une sorte de tige en métal qui ressemble à un stylo, à une cigarette. Il faut l'envoyer à l'intérieur et ça bloque ce dispositif. Mais il faut voir le visuel dessus. Or, le gars est en train de travailler à tâtons, parce que comme il n'a pas démonté les sièges, qu'il n'a pas démonté les panneaux, le petit panneau qu'il a trouvé, qu'il a réussi à ouvrir malgré la position des sièges, lui permet pas d'accéder directement à ce renvoi. Ce renvoi est encore loin. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son bras à l'intérieur, il commence à chercher à tâtons. Pendant qu'il cherche, la poulie ou le renvoi n'est pas placé correctement là où il doit être. Et regardez ce qui se passe. Ce trou qui est sur la structure de l'avion devient accessible. Okay? Il ne fait pas face à celui-là, mais il est au-dessus de la poulie. Notre mécano fait quoi? Il envoie directement la goupille là-dedans. Okay? Et moyennant quoi, il sent que cette poulie est bloquée. Oui, elle est bloquée. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas revenir en arrière. Effectivement, elle ne peut pas revenir en arrière. Elle est bloquée, oui. Parce que comme la goupille est là, elle est bloquée. Le manche dans le poste de pilotage est poussé bien en avant cette fois-ci. Quand ils pensent être au neutre, eux, en réalité, le manche est poussé en avant. Ça veut dire que une fois qu'ils auront fini leur travail de serrage des câbles, ils vont déséquilibrer le système de commande de vol en faveur du cabrage. Ça veut dire qu'en fait, quand ils ont fini le travail, si on prend le manche, on le pousse à peine et bam, il va en position embutée, déjà embutée par rapport au piquet. Quand on tire, il y a beaucoup de déplacements disponibles, ça c'est pas un problème, mais dès qu'on pousse, il va toucher rapidement, il va arriver embutté. Quand on est au neutre, n'est-ce pas? Au neutre, on pousse un peu et bam, on est embuté déjà pour le piquet. Le débattement total de butée à butée reste le même. D'accord? Ça veut dire que les pilotes, quand ils montent dedans, ils commencent à vérifier, ils ne sentent rien de particulier. D'accord? Pour voir le problème, il aurait fallu d'un côté être dans le cockpit et d'un côté avoir quelqu'un dehors qui vérifie le débattement. Ok. Quand ils ont fini le travail, ils demandent au superviseur est-ce qu'il ne devrait pas faire une vérification de débattement de surface de vol? Et il leur dit non, ne le faites pas, ça fait partie des éléments qu'on fait quand on change les câbles, mais là on n'a pas changé de câble. Vous voyez? C'est ça. Donc il va faire quoi? Ils vont envoyer l'avion en ligne, il va signer la maintenance, ce qui est une catastrophe sur le plan opérationnel parce que personne n'est censé auditer un job où il est impliqué. Hein.
on est dans une structure où tout doit être audité, tout doit être validé par des superviseurs. Personne ne peut auditer son propre travail. Normalement, eux, ils font le travail, lui vient l'auditer. Mais comme il a participé au travail, dès qu'il lui montre les documents, il signe. C'est bon. L'avion revient en ligne. Alors, il va faire 8 vols. Il va faire 8 vols sans problème. Sans qu'aucun pilote ne réalise qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que si vous regardez les avions comme ils sont pilotés, c'est assez rare qu'il y a besoin, en vol, de pousser le manche jusqu'en butée. C'est quelque chose qui n'arrive, pour ainsi dire, jamais. Tirer le manche presque en butée, oui, ça arrive. En particulier, pas nécessairement au décollage, mais à l'atterrissage. À l'atterrissage, au moment de l'arrondi, le manche vient assez en arrière pour garder l'avion cabré et le poser. Mais pour descendre, par exemple, quand les pilotes doivent engager une descente, il suffit à peine de réduire les gaz et l'avion, déjà, le nez tout seul, sans qu'on touche, a déjà tendance à descendre. Alors, il suffit juste de lâcher un peu le manche ou à peine pousser et l'avion se met en descente. Il n'y a pas besoin de plaquer le manche. C'est pour cette raison que 8 équipages différents font 8 vols, décollage, atterrissage, et ne constatent pas le moindre problème. Ce jour-là, nous sommes le 8 janvier 2003, et il y a quelque chose de particulier, c'est que le vol est particulièrement plein. D'accord? Nous sommes en hiver aussi. Les passagers sont lourds. On les pèsera pas, mais comment on fait pour les passagers? Comment on fait pour les passagers? Comment savoir quel est le poids des passagers? En fait, on se base sur un forfait. Sur les avions de ligne de transport, la FAA a dit, les autorités aériennes de partout dans le monde disent, on se base sur un forfait. Bien sûr, ce forfait, quel qu'il soit, ne doit jamais faire en sorte que l'avion décolle au-dessus de la masse autorisée au décollage. Mais malgré tout, voilà, on se base sur un forfait. Si on regarde les roues de l'avion et on regarde un peu les hublots et tout ça, il faut savoir une chose, que dans cet avion, la majorité des sièges sont en arrière du centre de gravité. Ça veut dire que si les sièges étaient distribués de manière égale de part et d'autre du centre de gravité, ce qui n'arrive jamais, si on surcharge l'avion, on peut le surcharger de passagers, mais le centre de gravité, lui, ne changera pas, parce qu'on rajoutera de la surcharge avant et après. Sauf que, comme c'est comme ceci, n'est-ce pas? Si on rajoute du poids à l'arrière, si on surcharge même complètement, à l'avant et à l'arrière, malgré tout, le centre de gravité va glisser à l'arrière. Ce qui passera ce jour-là. Pourquoi on surcharge? C'est pas la faute des pilotes, en fait. C'est que tout simplement, dans les années 60, la FAA avait donné des indications au sujet du poids moyen des passagers. Elle avait donné 77 kilos. Ceci inclut le passager, ses habits, et le poids changeait un petit peu, la moyenne changeait dans cette compagnie entre l'hiver et l'été. Donc l'été, l'hiver c'était un peu plus pour tenir compte des habits plus lourds, plus le bagage à main qu'il ramène. Ces chiffres, plus tard on découvrira qu'ils ont été mis en place en 1936. 1936. Et nous sommes en 2003 et ils continuent à être utilisés. On continuait à compter chez Air Midwest et plein d'autres compagnies, 77 kilos en moyenne par passager. Que s'est-il passé entre 2003 et 1936? Une chose importante, 1955, l'arrivée de McDonald's. Et la bouffe américaine, les classiques, grasses, livrées à domicile, tout ça, qui fait que, problème de santé publique, le poids moyen de l'américain avait, non pas augmenté, mais explosé. De sorte qu'en fait, les passagers étaient beaucoup plus lourds que ce qui était écrit sur le manifeste de chargement. L'avion a été estimé qu'il était 300 kilos plus lourd que ce que les pilotes pensaient. Les pilotes pensaient qu'ils étaient à peine en dessous de la masse maximale au décollage et qu'ils étaient dans la normalité de leur centre de gravité, que le centre de gravité était un peu en arrière, mais à l'intérieur de la bande verte, alors qu'en réalité, l'avion était trop lourd,
Et en plus, le centre de gravité était trop à l'arrière. Ce jour-là, on a 19 passagers et on a 2 pilotes. On a le commandant de bord, une femme, elle a 25 ans. Il y a un copilote à sa droite, il a 27 ans. Ils alignent l'avion. C'est le commandant de bord qui est aux commandes. Elle met les gaz. L'avion commence à accélérer. Et à un moment donné, pendant qu'il accélère, il commence à manifester une tendance extrêmement malsaine à se cabrer. Ça signifie qu'il veut se cabrer tout seul. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le plaque. Bon, c'est naturel, elle pousse un peu sur le manche. Et au moment où elle décolle, au moment où elle fait la rotation, n'est-ce pas? La rotation, les gens la font en tirant sur le manche. Ce jour-là, sur cet avion, elle fait la rotation en poussant sur le manche. Elle est à 1 degré de piqué sur le manche quand la rotation se fait. Ça veut dire qu'en réalité, l'avion a tellement envie de se cabrer pour décoller qu'elle se retrouve à le restreindre en poussant sur le manche. Les choses sont passées trop vite. Elle a été surprise. Probablement, si elle avait eu quelques secondes de réflexion, elle aurait peut-être ramené les gaz à zéro et puis elle serait peut-être revenue pour revérifier la copie. Mais sur le moment, les choses se sont enchaînées trop vite. Moi, je vous dis, une règle très, très empirique. En général, les problèmes constatés au sol deviennent beaucoup plus graves une fois qu'on est en vol. Donc, en général, je pense, je le dis avec beaucoup de prudence, je pense qu'il faut toujours faire gaffe aux petits soucis qu'il y a en vol, qu'il y a au sol, parce qu'ils ont cette tendance à se multiplier une fois que l'avion est en l'air. L'appareil décolle et continue à se cabrer, donc elle pousse, et puis assez rapidement, elle va atteindre la limite en pic. À ce moment-là, elle ne peut plus aller en avant. L'avion continue à se cabrer. Elle crie au copilote, elle dit waouh. En réalité, la boîte noire montre que au moment où les roues quittent le sol, elle dit waouh, un truc comme ça. Elle est déjà surprise par cette tendance brutale qu'a l'avion à se cabrer. Elle avait encore la latitude à ce stade de réduire brutalement les gaz et de le faire atterrir tant bien que mal sur la piste, mais franchement, il n'était pas raisonnable de s'attendre de sa part à deviner ce problème ou à lui donner, en tout cas à ce moment-là, toute l'ampleur en fait qui était la sienne, toute l'importance qui était la sienne. Elle crie quand elle arrive à ses limites, elle crie au copilote, elle dit aide-moi, aide-moi, aide-moi. Le copilote va l'aider, il va pousser lui aussi, mais ça ne servira à rien. Elle était déjà embutée, c'était pas une question de force, elle était déjà embutée. Et le copilote ne pourra rien faire. Il va pousser lui aussi, mais c'est tout. La gouverne de profondeur va à 7 degrés piqué, et puis c'est tout. Elle s'arrête. Il a été calculé par la suite que s'ils avaient eu le débattement nominal, normal de la gouverne de profondeur, ce crash n'aurait pas eu lieu. Ils se seraient fait peur, ils auraient dit waouh, cet avion a tendance à cabrer et tout ça, mais il l'aurait gardé sous contrôle. Il aurait fallu 2 degrés de plus. En fait, il aurait fallu 9 degrés de piqué pour contrôler l'appareil. Là, ils en avaient 7. Assez rapidement, l'avion dépasse les 50 degrés de cabré. Parmi les techniques de récupération enseignées dans les écoles de pilotage sur un cabré intempestif et brutal et incontrôlable, différentes écoles d'aviation enseignent ceci. Si l'avion se cabre trop, incliné, donner un bon coup d'aileron, aidé par la gouverne de direction s'il le faut, pour faire tomber le nez sous l'horizon. C'est une option. Mais bon, je ne suis même pas en train de suggérer que ce geste-là aurait sauvé l'avion, parce qu'on est trop proche du sol de toute façon. C'est pas que généralement les upset recoveries, quand elles sont enseignées, on part toujours du principe que l'avion est quand même à une certaine hauteur. Mais bon, si ça arrive à 100 mètres du sol, il n'y a plus moyen de jouer à ça. Toujours est-il, l'avion se cabre, 50 degrés. Il monte comme un missile en perdant de la vitesse donc et en montant. Il y a un enfant qui crie papa, ça gueule de partout, la commandante de bord gueule avec le copilote en disant aide-moi, tout ça. Et en fait, à un moment donné, l'aile gauche va décrocher. L'avion
voit son aile décrocher, tac. Et puis il fait quoi? Une fois que l'aile décroche, le nez passe sous l'horizon et il se met à descendre brutalement. Il arrive vers le sol, la vitesse augmente, elle tire sur le manche, elle arrive à éviter d'aller au sol, mais elle est quand même très proche. Face à elle, il y a un hangar qui va se manifester. L'avion pointe vers les portes, elle braque à droite, elle fait un virage de 60 degrés pour éviter d'aller vers les portes de l'hangar, pour éviter l'hangar. Elle aurait pu, je pense, récupérer cet avion si le problème ne s'était pas manifesté si bas. Et bam, elle se prend le coin de l'hangar. Les gens sont tous tués net. Il y a un blessé au sol, donc il y a 21 morts ce jour-là. Il y a un blessé au sol, c'était un mécano qui passait par là, qui a pris un peu de débris, mais les secouristes, quand ils arrivent, il n'y a plus personne à secourir. Les pompiers vont juste balancer de l'eau pour éteindre, mais il n'y a plus personne à secourir. Quand le NTSB vont commencer leur enquête, ils vont justement découvrir les manquements, découvrir les mensonges de l'atelier. Il y avait même des documents qui étaient falsifiés. Il y avait des formations qui n'avaient pas été faites à certaines dates, alors qu'il y avait des fiches où c'était signé qu'elles ont été faites. On sait qu'elles n'ont pas pu être faites parce que les personnes censées avoir assisté à ces formations n'étaient même pas présentes ce jour-là. La FAA a demandé à tous les opérateurs de Beechcraft 1900 de vérifier le débattement des commandes de vol. Ils en ont trouvé 45 à travers le pays qui avaient un problème de débattement de commandes de vol. Ils en ont trouvé 2 où c'était particulièrement grave, où c'était exactement le même problème, ça signifie le piquet réduit de moitié, que l'avion qui s'est écrasé. Ça signifie qu'il aurait fallu jusqu'un jour ces avions décollent avec un centre de gravité trop en arrière pour que le drame eut lieu. Ils ont découvert aussi, ils ont demandé aux compagnies à ces compagnies régionales de faire des tests de pesée des passagers. Alors certaines compagnies ont pesé un passager sur 2, d'autres comme Air Midwest, un peu échaudés par le crash, ont pesé tous les passagers. Pendant plusieurs jours, ils ont pesé tout le monde. Ils ont pesé 3000 passagers. Le résultat est sans appel. Cette compagnie, vu la région qu'elle desservait, elle avait la moyenne la plus lourde des passagers de toutes les compagnies régionales réunies. Leurs passagers étaient plus proches de 91 kilos que de 77. Ça signifie qu'ils ont pris bien 14 kilos depuis 1936, quand on les avait pesés à l'époque dans des circonstances qui ont été oubliées dans le temps et dans l'histoire. Donc voilà, ceci a poussé donc l'industrie à changer. Ils ont changé les moyennes des passagers. Et puis, l'Air Midwest a disparu. Peu de temps après, ce genre de structure résiste assez mal à un crash. Il paraît qu'ils avaient un manager qui devait superviser les maintenances, sauf qu'il travaillait de 9h du matin à 5h. Or, la majorité des maintenances se faisaient la nuit, donc il ne pouvait pas être sur site. Il ne voyait qu'une partie des maintenances urgentes qui se faisaient de jour, mais la plupart du travail de maintenance sur les avions se faisant de nuit, il n'avait jamais remarqué le moindre problème avec, parce que de toute façon, il n'était pas là, il ne pouvait pas le voir. Voilà mes amis, c'était une histoire, ça choque de voir ce genre de choses, le débattement des commandes, les pilotes étaient complètement piégés, ils n'ont aucune chance. Alors peut-être que avec la vitesse, en général, ces choses-là, il aurait fallu aux pilotes 9 degrés de piqué pour récupérer l'avion, mais ça c'était à la vitesse de décollage. Mais s'ils avaient pu, d'une certaine manière, augmenter la vitesse, l'augmentation de la vitesse n'aurait pas changé le centre de gravité. Donc le centre de gravité et les forces qui ont tendance à cabrer l'avion seraient restées les mêmes. Sauf que les forces disponibles au niveau de la gouverne de profondeur auraient augmenté très rapidement avec la vitesse. Les forces aérodynamiques augmentent très vite avec la vitesse. Donc, si l'avion avait pu aller vite, ils auraient pu, même avec leurs 7 degrés, contrôler sa tendance à se cabrer. Ça veut dire que, par exemple, s'ils n'avaient pas cogné
comme ceci, super incliné, contre le hangar, s'il avait pu l'éviter, il est probable qu'ils auraient pu s'en sortir. Et de garder une bonne vitesse, et d'atterrir même à une vitesse plus élevée, qui aurait permis de garder une certaine autorité malgré tout. Mais voilà, malheureusement, comme on dit en aviation, on ne peut jamais compter sur la piste qui est derrière soi, ni sur l'altitude qui est au-dessus de soi. C'est comme ça. Merci mes amis, et puis on se revoit dans une autre vidéo.